Depuis 20 ans, Britney Spears est la petite fiancée de l'Amérique. C'est vraiment l'icône de l'Amérique. On pourra avoir sa tête sur un billet de $, que ce serait absolument pas surprenant. Britney Spears, c'est plus de 200 millions d'albums vendus. On entend une note et on sait que c'est Britney Spears. Et ça arrive une fois tous les 10 ans. Et des tubes planétaires. Give me your sign, hit me baby one more time. En 1998, à seulement 16 ans, Britney Spears devient la plus grande pop star du monde. Elle ouvre la petite fenêtre de l'hôtel où nous étions, et là, mais... une explosion. Rien ne semble lui résister. Avant ses 20 ans, elle a déjà vendu plus de 37 millions d'albums. Elle s'affiche en couple avec Justin Timberlake et elle est l'idole de toute une génération. Malgré cet incroyable destin, Britney sombre dans une terrible descente aux enfers. Alcool, drogue, mariage chaotique. Sa chute est aussi vertigineuse que son ascension. On est assez proche d'elle pour sortir l'alcool. Elle est la proie des paparazzi. Je suis sûr que c'est elle. On engage une poursuite. Dégagez! Et même de la mafia mexicaine qui la voit comme une poule aux œufs d'or. C'est vraiment les mecs tatoués de la tête aux pieds. Ils n'hésitaient pas à menacer des gens avec des armes. Alors comment la princesse de la pop a-t-elle pu en arriver là? C'est une petite fille qui va être l'objet du désir de sa mère. Je suis très timide. Je ne suis vraiment pas faite pour cette industrie. À quel point son passage au Mickey Mouse Club l'a-t-il formaté? C'est de la star d'élevage, quoi. C'est de la star en batterie. À qui doit-elle sa fantastique résurrection? Jamie Spears, c'est vraiment l'ange gardien de Britney. A-t-elle enfin trouvé son équilibre en amour? Je t'aime! Prestations en playback, chorégraphie approximative, comment expliquer qu'on lui pardonne tout? À combien s'élève sa fortune personnelle? Son père est aujourd'hui entre la vie et la mort. Alors, sera-t-elle capable de rester au sommet sans lui? Pour fêter ses 20 ans de carrière, plongez dans la vie sulfureuse de la princesse de la pop. On n'est pas à l'abri de dire qu'elle sera là dans 10 ans. Britney Spears annule son nouveau show au parc MGM de Las Vegas. Le 4 janvier 2019, Britney Spears, la princesse de la pop, fait trembler la planète People avec une annonce choc sur son compte Instagram. C'est difficile à dire pour moi. Je ne vais pas pouvoir assurer mon nouveau spectacle Domination. Il y a quelques mois, mon père a été hospitalisé et a failli mourir. J'ai donc dû prendre cette décision difficile de me concentrer sur ma famille. Merci pour vos prières et votre soutien. Merci et je vous aime pour toujours. Officiellement, la pop star doit suspendre sa carrière pour une durée indéterminée pour s'occuper de son père. Officieusement, on sait que les places de son nouveau spectacle se vendaient mal. En cause, Lady Gaga et son tout nouveau show qui cartonne. Un nouveau coup dur pour Britney qui venait de faire un comeback retentissant. Comeback, c'est vraiment un mot très faible. Pour Britney Spears, c'est le mot born again. C'est le fait de naître à nouveau, de ne pas être la même aujourd'hui que celle qu'elle était il y a 10 ans, il y a 20 ans. Moi, quand je la vois, j'ai l'impression de voir un phénix qui a su renaître de ses cendres.
De 2013 à 2018, Britney Spears a enflammé Las Vegas, la ville du monde du spectacle par excellence. Comment ça va, Vegas? Vegas a été pour elle une renaissance. On sentait qu'elle avait envie de se dire, je vais leur faire un show de ouf et je vais redevenir la Britney Spears d'avant. Ça sert à quoi, Las Vegas? En fait, on dit au public, venez me voir. Est-ce que vous êtes capable, vous qui habitez à Tokyo, à Paris, à Londres, d'acheter un billet, de prendre un avion et de venir me voir à Vegas? Et ça, c'est un signe. Eh ben ouais. En 5 ans, son show Piece of Me lui a rapporté 140 millions de dollars de recettes. Un chiffre colossal. Britney est devenue l'une des plus grandes machines à cash de l'industrie de la pop musique américaine en 20 ans. Ce juteux contrat a fait sa fortune personnelle. Britney Spears à Vegas, c'est 500 000 $ par soir, c'est plus que Céline Dion. Le succès est considérable. Elle touche plus que ce que vont rapporter la vente des places. Parce que pour les complexes hôteliers, c'est une aubaine d'avoir 4000 personnes qui vont consommer dans les restaurants, qui vont peut-être loger à l'hôtel. Portée par cet immense succès, Britney a même exporté son show lors d'une tournée mondiale dans les plus grands stades. Et à chaque représentation, elle a fait salle comble. Aujourd'hui, Britney, quand elle fait une tournée, la tournée elle est sold out. Sans single, sans album. C'est presque un ovni aujourd'hui dans la pop. Et si Britney Spears fait cet effet, c'est qu'elle a été le plus grand phénomène pop des années 2000 et qu'elle a fait chanter la planète entière avec ses tubes. Elle a fait des tubes de cheval, quoi. Même si vous connaissez pas Britney Spears, vous connaissez au moins entre 5 et 10 chansons à elle, sans savoir que c'est d'elle. Sur son compte Instagram et dans les médias, c'est une nouvelle Britney qu'on voit. C'est presque la deuxième partie de sa vie, c'est un peu la Britney 2.0. Celle qui a été raillée pour ses kilos en trop ces dernières années prend enfin sa revanche. Abdominaux et fessiers en béton, elle affiche une silhouette de sportive de haut niveau. Britney est fière de son corps et elle le montre. Au placard, son image d'icône poussiéreuse de l'Amérique profonde. Britney a même été choisie parmi d'immenses stars pour devenir l'égérie de Kenzo, l'une des plus grandes maisons de mode françaises. La collaboration avec Kenzo, on s'est dit, ah oui, quand même, elle devient une égérie de mode. C'est une volonté de rafraîchissement d'image. La mode fait partie intégrante de la pop culture et souvent pour plein de pop stars est une espèce de moyen de revenir sur le devant de la scène. Britney est redevenue bankable comme on dit. Elle est l'invitée des talk shows les plus populaires. Je t'aime, Britney! Eh, c'est mon émission! En France, Cyril Hanouna rêve de la recevoir dans Touche pas à mon poste, son émission phare. S'il le faut, j'irai la chercher aux États-Unis. Et je partirai aux États-Unis moi-même pour aller la rencontrer. Britney Spears, je veux absolument la voir. J'adore toutes ses chansons. C'est une star en France, c'est une star aux États-Unis, c'est une star internationale. À 37 ans, la superstar n'a jamais été aussi épanouie. Depuis presque 2 ans, elle file le parfait amour avec Sam Asghari, un coach sportif qu'elle a rencontré sur le tournage de l'un de ses clips. Quand on a vu débarquer ce grand jeune homme brun tout en muscles, on s'est dit, oulala, lui, ça va être une étoile filante. Et puis, bizarrement, ils ont l'air bien ensemble, tous les deux. Ils font du sport ensemble, ils vont faire des randos dans la nature. Ils ont une vie hyper simple. Car se produire à Las Vegas permet à Britney de rentrer chez elle, à Los Angeles, dès que son show est fini. Fin de journée, je rentre à la maison. Elle y retrouve Sam, mais aussi ses fils, Sean Preston et Jayden James, aujourd'hui âgés de 13 et 12 ans, qui sont sa priorité numéro 1.
Joyeux Noël! Avant l'annonce de l'annulation de son nouveau show, la vie semblait donc enfin sourire à celle qui a fait la une des journaux pendant des années à cause de son interminable descente aux enfers. Il y a 12 ans, la carrière de Britney était sur le point de voler en éclats, et tout le monde s'en souvient. À l'époque, la jeune femme de 25 ans a réalisé tous ses rêves de gloire. Elle a son étoile sur le fameux Walk of Fame d'Hollywood Boulevard. Elle a chanté avec ses idoles, Madonna, mais aussi Michael Jackson. Sa fortune est estimée à plus de 180 millions de dollars et elle a même été élue célébrité la plus puissante du monde par le magazine Forbes. Malgré un succès qui ne se dément pas, depuis plusieurs mois, Britney va mal. Elle s'enfonce dans une période d'autodestruction. Dans la nuit du 16 au 17 février 2007, elle provoque la stupeur du monde entier en perdant totalement le contrôle d'elle-même devant des dizaines de paparazzi. Elle va traverser la ville jusqu'à s'arrêter chez Esther, un pauvre salon de coiffure, mais vraiment d'un quartier tout pourri de Los Angeles. Alors que le salon est fermé depuis plusieurs heures, Britney tire du lit la patronne. Sur un espèce de coup de folie, Britney Spears demande à ce qu'on lui rase la tête. La patronne dit certainement pas, moi je me lance pas là-dedans. Du coup, Britney Spears s'empare du rasoir et se rase elle-même la tête. Devant le regard médusé de la patronne, qui se demande si ça lui fera une bonne ou une mauvaise pub. Esther Tognosi, la propriétaire du salon de coiffure, nous raconte cette scène surréaliste survenue tard dans la nuit. C'était comme si elle était en mission et que personne ne pouvait l'arrêter. Elle m'a dit « Je veux me raser les cheveux ». J'ai dit « Vous plaisantez, n'est-ce pas ?» Et elle m'a dit « Non, vraiment, je veux me raser les cheveux. » Je lui ai dit « Vous devez être dans une mauvaise passe. Parlons-en et vous verrez que vous allez changer d'avis. » Pendant qu'on avait cette conversation, mon téléphone a sonné. Et quand je me suis retournée, elle était assise sur cette chaise et elle s'était rasée la moitié du crâne. Je lui ai dit, on peut encore arranger ça. Le seul moment où elle a montré un peu d'émotion, c'est quand elle m'a dit, ma mère va m'en vouloir d'avoir fait ça. Mais elle a continué, et je ne sais pas comment elle a fait pour tout raser, mais elle a réussi. Elle est chauve! Oh mon Dieu! Elle est complètement chauve. Cette scène incroyable, digne d'un scénario d'Hollywood, est filmée et photographiée par plusieurs paparazzi. Britney, pourquoi t'as coupé tes cheveux? Car depuis son succès planétaire, Britney ne peut faire un pas sans être traquée. Sébastien Valliella, la star des paparazzi français, vivait à Los Angeles à cette période. Avec Britney, on ne se cachait pas. Si vous voulez, il y a la vitrine de chez le coiffeur. Et ils arrivent, ils collent les appareils contre la vitrine. Personne ne dit rien, ça se passe comme ça aux États-Unis, il n'y a pas de problème. On se dit qu'elle est en train de vivre le pire moment de sa vie, sauf qu'en fait, elle a tous les regards des paparazzi qui sont braqués sur elle. On a même un peu l'impression de vivre ça en direct. Les images font le tour du monde et la fortune des paparazzi en un temps record. C'est un truc totalement délirant. Et ça a généré plus de 500 000 $ de ventes dans les premières heures. C'était colossal parce qu'on était au pic de ce qu'était Britney. Et en plus, ils ont de la chance, ils sont 2-3, au lieu d'être 50 comme d'habitude. Dans les rédactions des magazines People du monde entier, les journalistes sont stupéfaits lorsqu'ils découvrent ces images d'une rare violence. En quelques secondes et une dizaine de coups de rasoir, Britney, le sex symbole, se transforme presque en skinhead. On recevait les photos quasiment en instantané. C'était assez flippant. C'était tellement réel, on se demandait si c'était vrai.
la pop star n'a pas l'air dans son état normal et son comportement inquiète. Elle est là, elle divague à moitié dans la rue, elle est toute shootée, bourrée, on sait pas trop. Mais on voit le désespoir, le visage qu'elle a. Et il y avait un truc très saisissant. À l'époque, dans les médias, les informations circulent moins rapidement. Alors, quand les journalistes découvrent ces images quasiment en direct, ils ne savent pas comment réagir. À la rédaction, on se demandait mais comment est-ce que ça va se terminer? Elle va se tirer une balle dans la tête et on va le voir en direct, on va recevoir les vidéos et les photos en live sur nos écrans. Aujourd'hui, ce moment où Britney se rase les cheveux est entré dans l'histoire. Ces images de Britney, elles sont historiques, c'est devenu des blagues. On dit encore, si Britney a survécu à 2007, tu peux arriver à la fin de cette journée. Quand quelqu'un se rase le crâne, on dit qu'il fait une Britney. C'est pas pour rien, l'expression est restée et rentrée dans le langage quotidien populaire. À l'époque, ces quelques minutes de la vie de Britney ont un impact immense sur son image dans le monde entier. On est en plein Britney bashing, comme on dit aujourd'hui. On la pointe du doigt, on la croit folle. Alors, par amour pour son idole, l'un de ses fans réagit. Chris Crocker a 20 ans et il enregistre une vidéo dans son lit pour prendre sa défense. Tout ce que vous voulez, c'est lui faire du mal, encore et encore. Laissez-la tranquille. Sur les réseaux sociaux, on commence à se moquer énormément d'elle et la presse people s'en donne à cœur joie. Et à cette vidéo surréaliste d'un gamin américain qui se filme sous un drap blanc. On se rappelle tous de cette vidéo. Il y a la mèche blonde qui lui retombe dans les yeux. Et il pète un plomb en disant « Laissez Britney toute seule, laissez-la tranquille. » Laissez Britney tranquille. S'il vous plaît. Cette vidéo est devenue mythique et à ce jour, elle a été vue près de 4 millions de fois. C'est l'une des premières vidéos aussi partagées sur YouTube, ce qui montre l'impact de Britney Spears au milieu des années 2000. C'est un moment, en tout cas je pense dans l'histoire de YouTube et donc des réseaux sociaux modernes, ultra important en fait. Finalement, ce moment de folie a encore plus soudé Britney et ses fans, car il leur a permis de s'identifier à elle. Ce que j'aime chez Britney Spears, c'est que vraiment, je sens que c'est une artiste sincère. Quand ça va bien, ça se voit. Quand ça va moins bien, elle le dit, on voit ses failles. C'est là que ce lien s'est probablement cristallisé entre le public et elle. Et ce pétage de plomb-là, en fait, concrètement, on peut tous s'y retrouver. Ça nous est tous arrivé de mettre un genou à terre. Surtout, Britney a réussi à se relever et cela nourrit sa légende. On crée une page de plus, qui est une page sombre, mais qui permet de mettre un peu plus en lumière le reste de la légende. Elle ne fait pas exprès, mais quelque part c'est malin. Si Britney en est arrivée à cette extrémité en 2007, c'est parce que son succès phénoménal lui a fait perdre toute notion de la réalité. Britney Spears, c'est une jeune femme totalement perdue, pour des raisons très simples. C'est quelqu'un qui vit une histoire médiatique, artistique, qui est peut-être trop grande pour elle, qui a pris des proportions qu'elle n'imaginait pas. Après son 4e album, lassée du show business, elle décide même de faire une pause dans sa carrière pour enfin reprendre le fil de sa vie. Alors, elle licencie son manager Larry Rudolph et elle tourne le dos à ses parents. Il faut bien que jeunesse se fasse. C'était tout simplement sa crise d'adolescence qu'elle a faite à ce moment-là. Le premier acte de cette crise d'adolescence se joue le 5 janvier 2004. Britney vient de se disputer avec sa mère et elle saute dans un jet privé pour épouser Jason Alexander, un ami d'enfance avec lequel elle n'est même pas en couple, sur un coup de tête à Las Vegas. La cérémonie à $70 s'est déroulée en pleine nuit, vers 4h du matin, et aura duré 7 minutes. Britney est entrée dans cette salle avec celui que nous pensions être l'amour de sa vie. Elle a pleuré de joie pendant toute la cérémonie. Il y a quelques années, Jason Alexander s'est confié sur les coulisses de ce mariage. C'était l'idée de qui? C'est elle qui l'a suggéré. Elle m'a dit « Il faut que je te demande quelque chose, mais je ne sais pas comment ». Alors elle s'est lancée et elle m'a demandé en mariage. J'ai réfléchi et j'ai dit oui. J'ai jamais vu ça comme une blague.
Les parents de Britney sont catastrophés et pensent que ce mariage imprévu avec un inconnu va ruiner sa carrière. Ils arrivent donc en catastrophe à Las Vegas, 55 heures plus tard, avec une armée d'avocats pour faire annuler cette union. Il demande à Jason Alexander de signer le contrat d'annulation de mariage. À un détail près, il oublie une chose, l'avocat, c'est de lui faire signer une clause de confidentialité. Et là, Jason Alexander, pour se faire un petit peu d'argent, il va vendre l'histoire à la presse People. L'intrusion de ses parents dans sa vie met Britney en rage. Elle, qui veut faire comme toutes ses amies d'enfance et construire une vie de famille normale, en est empêchée. Quand elle se marie avec ce garçon de Louisiane, cet ancien camarade de classe, elle fait peut-être ni plus ni moins que ce qu'elle aurait fait si elle n'avait pas connu le Star System. 5 mois après ce fiasco, en juillet 2004, Britney, obsédée par l'idée de reprendre sa liberté, réitère. Elle demande elle-même en mariage un certain Kevin Federline, un jeune danseur qu'elle fréquente depuis à peine 4 mois. Kevin est déjà en couple et il s'apprête à avoir un deuxième enfant. Alors, il lui dit d'abord non. 3 minutes après, il se rend compte de la bêtise qu'il fait et c'est lui qui lui dit « Et toi, tu veux m'épouser ?» Car devenir le mari de Britney Spears au début des années 2000, c'est la promesse de devenir riche et célèbre. Alors ce type qui sort de nulle part va faire la une des journaux dans le monde entier. Cette fois, Britney n'a que faire des remarques de ses parents et impose son mariage. Elle épouse Kevin Federline en toute intimité en septembre 2004. Elle a 22 ans. La cérémonie fait la une des tabloïds. Britney vit un rêve éveillé. 2, 3. La pop star a conscience qu'elle fait toujours vendre malgré la pause dans sa carrière. Et entre mai et juin 2005, elle met en scène le quotidien de son couple dans Chaotique. Une télé-réalité extrêmement critiquée pour sa vulgarité. On n'a jamais vu Britney Spears sous cet angle. Tu sais ce que j'aime dans notre relation? Ouais. Il y a un bon équilibre. On est bons amis. Et le sexe est vraiment super. C'est peut-être le seul moment de sa carrière médiatique où Britney expose qui elle est vraiment sans filtre, sans le filtre du marketing. C'est une télé-réalité un peu ovni qui, aujourd'hui, avec le contrôle que Britney a sur son image, paraîtrait indiffusable. Ces quelques épisodes de Chaotique écorchent son image en un temps record. Britney fume, boit, rote. Là, on est loin de la méga star et des paillettes. On est chez Bidochon, quoi. C'est vraiment ça. Et elle est vulgaire, elle est sale. On dirait deux clodos. Sauf qu'en fait, la fille, c'est Britney Spears. C'est la plus grande star du monde. Britney, elle, semble heureuse loin des projecteurs et s'accroche à son rêve d'une vie normale. Elle met au monde 2 garçons coup sur coup, Sean Preston, né en 2005, et Jayden James, 1 an plus tard. Mais avec Kevin, les choses se gâtent. Britney Spears a toujours eu envie d'être maman. C'est vraiment quelque chose ça qu'elle avait au plus profond d'elle-même. Ce qui aurait pu être une révolution et une réinvention de Britney Spears va être un fiasco total. Car son mari n'a aucune intention d'élever ses enfants. Il passe ses nuits dehors et délaisse Britney. Sur 2 ans d'histoire, elle a quand même 2 fois 9 mois où elle est enceinte. Alors c'est vrai qu'ils ne sont pas sur le même rythme, quoi. Lui veut profiter et elle est à la maison avec son ventre. Le type en avait déjà 2 enfants dont il ne s'occupait pas, donc c'est pas genre le père modèle. Très vite, on commence à comprendre qu'il profite d'elle, il achète des voitures sur le compte de Britney, il dépense son fric. On capte très vite que c'est pas le bon mec, quoi. Lassée de pouponner toute seule, Britney est malheureuse. Alors elle finit par demander le divorce quelques mois après la naissance de son fils cadet. Elle va annoncer par texto à Kevin Federline qu'elle demande le divorce. C'est pour vous dire à quel point c'est dysfonctionnel. Finalement, cette histoire n'aura duré que 2 ans. 2 ans qui auront suffi à détruire ce à quoi Britney tient le plus, sa vie hors de la scène. Elle a eu le plus fou, elle a eu le plus inespéré dans le domaine professionnel. Et elle a eu aussi le pire dans le domaine privé. Et c'est terrible
de voir qu'on peut avoir du bonheur, mais pas tous les bonheurs en même temps, et peut-être pas le bonheur auquel on aspire. Kevin et Britney mettent en place une garde alternée et l'ex de la star obtient 5 000 $ de pension alimentaire par semaine, soit plus de 17 000 € par mois. Une somme astronomique. Britney doit apprendre à vivre sans ses enfants une semaine sur 2, et c'est là que va démarrer sa terrible descente aux enfers. Quelque part, elle a été folle de douleur. Alcool, stupéfiants, cocaïne. Entre 2007 et 2008, alors qu'elle cherche à obtenir la garde exclusive de ses enfants, l'ex-petite-fille modèle abuse de tout. À partir de ce moment-là, on peut dire au revoir Lolita, bonjour Lolitrash. Britney Spears rentre dans une période d'autodestruction. Elle prend à la fois des médicaments, elle s'abreuve d'alcool. C'est une période où elle sort énormément. On se souvient de l'avoir vue avec Paris Hilton sans culotte, tout ça, ça a fait le tour du monde. En seulement quelques mois, Britney touche le fond. On est dans un délire total. On voit dans quel état elle est. On est assez proche d'elle pour sortir l'alcool. Grossie, bouffie, les cheveux sales, Britney, l'ex-sex symbole, se laisse complètement aller. Elle sortait limite pieds nus dans la rue, sans soutien-gorge. Elle avait une peau totalement ravagée, avec des boutons sur le visage. Et c'était le reflet de sa santé mentale fragile. Son corps était complètement... elle n'avait plus de muscles, elle n'avait plus rien. Enfin, elle était un gros tas, quoi. Elle se détestait, quoi, c'est tout. C'est à l'époque une dépravée, il n'y a pas d'autre mot. C'est un suicide en direct, elle est en train de ruiner son image. Quelques mois après s'être rasé les cheveux, alors qu'elle est toujours au plus mal, Britney prend le risque de se produire sur la scène des MTV Awards. Un corps flasque, un playback raté, une chorégraphie catastrophique. L'ex-pop-star, visiblement ivre sur scène, est l'ombre d'elle-même et la risée du monde entier. C'était un point culminant de sa descente aux enfers parce qu'elle s'est illustrée devant des millions de téléspectateurs de manière bancale et sans assurer le spectacle comme elle avait l'habitude de le faire. À cette période, Britney est vulnérable. Elle se retrouve prisonnière des griffes d'un prédateur, un certain Sam Lutfi, qui s'improvise manager de la star. Sortez! On sait pas trop d'où sort ce mec, c'est un ancien de l'armée, il était dans l'antiterrorisme avant. Et ce mec-là se retrouve finalement le nouveau manager de Britney Spears. C'est totalement ahurissant. Il contrôle tout de A à Z alors qu'il n'a pas un contrat entre les mains. Tout ce qu'il a entre les mains, c'est un texto de Britney Spears qui lui dit « Oui, tu es mon manager, oui, tu vas toucher 15% de tout ce que je gagne. » Sam Lutfi veut extorquer de l'argent à Britney. Et pour cela, il va même jusqu'à la droguer. Sam Lutfi, c'est quelqu'un d'extrêmement manipulateur. Il met à disposition tous les médicaments qu'elle veut. Il s'assure de manière assez studieuse que Britney reste bien au fond du trou. Alors qu'elle vit le pire, les moindres faits et gestes de Britney sont relayés dans les tabloïds et son nouveau manager ne fait rien pour empêcher les magazines de multiplier les unes à charge contre elle. Il y a un dicton qui dit qu'on adore rien de plus que de détester des gens qu'on a adorés, justement. La presse ne l'a pas épargné, Britney Spears. Britney Spears, la presse a accompagné sa montée vers la gloire et la presse a beaucoup accompagné sa descente aux enfers. Elle est encore plus traquée par les paparazzi qu'à ses débuts, car la moindre photo d'elle vaut de l'or. Elle est poursuivie tous les jours. On est une trentaine en général. Là, on est une douzaine, mais d'autres vont arriver, c'est sûr, car on se passe le mot. Elle sort, boum, tout le monde débarque. Sa déchéance fait bondir le prix des photos, le marché explose. Alors, les paparazzi se l'arrachent comme une proie. On a trouvé un personnage à la hauteur parce qu'elle nous faisait des choses un peu délirantes quasiment tous les 2 jours. Je la vois, on a un visuel. Je suis sûr que c'est elle. Ok, allez, c'est parti, on la suit, on la suit.
C'est l'heure de se faire de l'argent, les amis, c'est parti. Britney a été de la chair à paparazzi, de la chair à tabloïd pendant des années. Joe, tu sais par où elle est passée? Dans les années 2007-2008, Britney, elle constitue 20% du fonds d'une agence de paparazzi. Tout se vend en une fraction de seconde. Donc même, je me rappelle, à un moment, on est nombreux, elle roule sur le pied d'un photographe. Et il y a la marque du pneu sur sa chaussette. Il fait une photo de la chaussette. Il la met sur eBay, hein, d'accord? Et il la vend. Et voilà, tout pouvait se vendre sans Britney. Une agence va même jusqu'à donner un appareil photo et un téléphone à un SDF qui passait ses journées près de chez Britney, à Malibu, pour être sûr de générer un maximum d'argent. Encore plus incroyable, Britney rapporte tellement que la mafia mexicaine prend le contrôle du marché. Des hommes armés s'improvisent photographes et traquent la star. C'est vraiment les mecs en Marcel Blanc tatoués de la tête aux pieds. Ils n'hésitaient pas à menacer des gens avec des armes. Et ils se sont affiliés à une agence photo. Et donc le patron de cette agence, il a commencé à mal les payer, etc. Il s'est retrouvé chez lui avec des mecs qui sont arrivés en pleine nuit avec des pistolets pour le menacer. Donc c'était super dangereux. Si les photographes peuvent aller si loin, au plus près de Britney, Dégagez! C'est parce que les lois américaines sont moins strictes que les nôtres. Nicolas Rebaud, avocat, nous explique ce qui les différencie. En France, on a l'article 9 qui est un dogme. Toute personne a droit à la protection de sa vie privée. Dès qu'il y a une image qui n'est pas autorisée, la personnalité peut attaquer et aura 100% quasiment de chances de gagner. Alors qu'aux États-Unis, quand vous êtes une personnalité publique, vous devez accepter qu'une part de votre vie privée assez importante soit laissée à la vue de tous, tant qu'il n'y a pas de violation de votre domicile. Britney vit donc encerclée par les paparazzi qui font le pied de grue devant chez elle sans prendre la peine de se cacher. Elle finit par entretenir une relation paradoxale avec eux. À la fois, elle les déteste et cette haine nourrira ses futures chansons. Mais sa solitude la poussera à se rapprocher d'eux. Salut les gars, vous faites quoi ce soir? On va te suivre toute la soirée. Et même à tomber dans les bras de l'un d'entre eux, Adnan Galib. Il y a un moment, elle a dit Adnan, bah viens, je suis toute seule, viens dîner. Ils se retrouvent dans la maison à Malibu, et puis c'est arrivé une fois, 2 fois, 3 fois, puis ils ont fini par sortir ensemble. Et puis voilà, et puis ils sont restés ensemble, ça a duré quelques semaines. Vous êtes ensemble ou quoi? T'as un nouveau mec? C'est qui ton nouveau mec, Britney? Lui en profitait pour faire des séries de photos, etc. Enfin, c'est parti dans un délire. C'est Los Angeles, quoi. En quelques mois, les paparazzi accumulent des centaines de clichés compromettants de Britney. Et il y a une photo en particulier qui va marquer le public. Elle porte un de ses fils qui a la tête en arrière, comme ça, penchée. Et cette photo-là, elle va faire un scandale. Tout le monde va dire, mais regardez, elle ne sait même pas porter son enfant. Il a la nuque en arrière, c'est extrêmement dangereux. En réalité, il y a des centaines de photographes qui la pourchassent, elle ne peut même pas arriver jusqu'à sa voiture. La pauvre, elle fait comme elle peut. Il n'y avait jamais eu autant de paparazzi autour de moi. C'est un mix entre le fait qu'il y ait eu autant de paparazzi et que la route qui menait à ma voiture soit cabossée. Il peut toujours se passer des choses avec les enfants, c'est une réalité. Il y aura d'autres couacs. Je ne suis pas parfaite, je suis humaine. Kevin Federline, qui se bat pour obtenir la garde de ses fils, va se servir de tous ces clichés accusateurs pour convaincre les juges qu'elle est une mauvaise mère. Kevin Federline s'en sert au tribunal, et c'est vrai que du coup ça devient injuste. Et il va la charger à mort, il va lui enfoncer la tête dans l'eau. Britney est désespérée. Elle ne sait plus comment sortir de cette prison. Que faudrait-il faire pour que les paparazzi vous laissent tranquille? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est votre plus grand souhait? Oui.
ça va aller. Je voudrais qu'il me laisse en paix. On voyait vraiment un truc d'une mère à qui on veut enlever ses enfants et qui réagit comme un animal, quoi, qui est blessé. Le fait qu'elle soit dans cet état psychologique et narcotique, alcoolique ou ce que vous voulez, je me disais qu'un jour, elle irait se jeter par la fenêtre devant tout le monde. On a été au bord de quelque chose de dramatique, je pense. Le drame a bien failli arriver au printemps 2008. Ce jour-là, Britney franchit la ligne rouge. Alors qu'elle vient de passer la journée avec ses enfants, elle s'enferme dans sa salle de bain pendant plus de 3 heures avec eux pour ne pas les rendre à leur père. On s'inquiète, on se dit que potentiellement elle peut même être un danger pour ses fils. Et à ce moment-là, tout son entourage va vraiment unir leurs forces pour se dire il faut faire quelque chose et on va l'hospitaliser de force. Et c'est vrai qu'avant cette hospitalisation, Britney, elle s'accrochait plus que tout à ses enfants, mais elle était absolument incapable de s'en occuper et il fallait faire cesser ce cercle infernal. Aux yeux de la justice, Britney n'est plus en mesure de s'occuper de ses fils et Kevin Federline remporte son combat ultra médiatisé en juillet 2008. Il devient officiellement le seul à avoir la garde de Sean Preston et de Jayden James. Cette hospitalisation au Cedar Sinai de Los Angeles sera le dernier acte de ce long cauchemar qui aura passionné le monde entier. Si en janvier 2019, Britney a décidé de mettre sa carrière entre parenthèses pour s'occuper de son père, c'est parce que c'est à lui qu'elle doit son incroyable résurrection après cette effroyable descente aux enfers. Derrière la rédemption et derrière le retour de Britney, il y a son père. Jamie Spears, on sait qu'il est très bienveillant et que c'est vraiment l'ange gardien de Britney. Papa, non! Je m'en vais. Quand il comprend que sa fille risque de tout perdre, James Spears demande à la justice de devenir son tuteur. Une mesure exceptionnelle. La mise sous tutelle, c'est en effet quand on vous juge pas véritablement apte à être responsable de l'ensemble de vos actes. Donc là, c'est le père de Britney Spears qui estimait que sa fille souffrait de troubles psychologiques trop importants qui ne lui permettaient pas de gérer sa vie quotidienne. Concrètement, le père de Britney contrôle tous les aspects de sa vie. C'est lui qui va être responsable de sa fille sur tous les plans. Que ce soit les choix financiers, les choix artistiques, mais aussi sa santé. C'est lui qui finit par décider de qui elle voit, ce qu'elle porte, ce qu'elle fait. Je prépare des céréales au fromage pour mon bébé. Elle mange ça depuis qu'elle est née. Il y a assez de fromage ? Ouais, c'est bon. Britney, la star de presque 30 ans, mère de 2 enfants âgés de 3 et 2 ans, est totalement infantilisée. Mais c'est monstrueux quand vous êtes un adulte, que le monde entier vous connaît, et qu'à la face du monde entier, on dit vous êtes incapable d'élever vos enfants, on va vous mettre une tutelle au-dessus de la tête. Mais comment on peut vivre ça, quoi? Moi, j'ai envie de dire, mais elle est solide. Et Britney n'avait même plus une carte bleue et devait demander $10 à son père pour aller au Starbucks. Donc à partir de ce moment-là, elle peut plus acheter de drogue, elle peut plus acheter d'alcool, tout ça devient compliqué. Donc là, elle est surveillée comme un gamin de 4 ans. Ma vie est trop contrôlée. Il n'y a aucune excitation, pas de passion. Je vis terré tous les jours. Je m'ennuie tellement. Britney a du mal à se faire à son nouveau quotidien, mais la stratégie de James porte vite ses fruits et cela va la soulager. Elle, qui avait totalement perdu la garde de ses fils quelques mois plus tôt, va enfin pouvoir les retrouver. Au bout de quelques mois seulement, la justice accorde le droit à Britney de voir ses enfants plusieurs jours par semaine. Et ça, c'est une première étape extrêmement importante dans la reconstruction. Aujourd'hui, j'ai 2 bijoux, mes 2 fils. Et c'est ça qui me fait me lever le matin. J'ai besoin d'être près d'eux. C'est le meilleur sentiment du monde. Une fois qu'il est aux manettes, James fait le ménage dans la vie de Britney. Il fait condamner par la justice Sam Lutfi, son homme de confiance véreux,
Et surtout, il rappelle Larry Rudolph, son manager historique. Britney s'en remet à eux, et elle a raison car son 6e album Circus est un immense succès. Son premier single Womanizer devient instantanément un hit mondial. Le titre bat le record de la meilleure progression au classement hebdomadaire des 100 chansons les plus populaires, en passant directement de la 96e à la première place. En 2008, c'est son vrai comeback. Elle revient avec Womanizer et Circus, les 2 gros singles de l'album. Britney et son père développent une immense complicité. Britney, ramène tes fesses. Britney Spears, Britney Jean, assieds-toi ici. Voilà, ça c'est mon père. Oh mon Dieu. J'ai pleuré de rire. Et James arrive à redonner à sa fille l'envie de travailler. Le mieux pour elle, c'est de faire ce qu'elle fait maintenant. Elle est dans son élément. Il faut qu'elle reste occupée. Moi, j'aime pêcher. Elle aime chanter et danser. Los Angeles, le 7 septembre 2008. À peine quelques mois après sa mise sous tutelle, Britney Spears est nommée dans 3 catégories aux MTV Awards. Pour elle et pour sa garde rapprochée, l'enjeu est de taille. Ils doivent réussir le plus grand comeback de l'histoire de la musique. C'est un moment très important pour elle. C'est le coup d'envoi officiel de son comeback. Et c'est un carton plein. Et le gagnant pour le meilleur clip féminin est Britney Spears pour Piece of Me. Britney Spears raflera 3 prix. Elle est enfin de retour. Britney Spears avec Piece of Me. La vie de Britney commence à ressembler à ce qu'elle a été avant sa déchéance. Tout commence à rentrer dans l'ordre. Et ça fait partie du changement qui prend forme, donc c'est cool. Le 18 novembre 2008, pour reconquérir son public français, Britney se produit sur le plateau de la Star Academy, le télécrochet phare de TF1, avec Womanizer, son nouveau single qui cartonne en Europe. Philippe Stoltz, le producteur de la Star Academy, se souvient de la pression qui régnait ce soir-là, juste derrière la scène. Son père était dans les coulisses en train de regarder tout ce qu'elle faisait. On voit bien que là, l'autorité en fait passe par le père à ce moment-là. Pour le convaincre de laisser sa fille se produire dans cette émission, la production avait d'ailleurs dû céder à presque toutes les exigences de James Spears. La liste en fait des demandes était assez dingue. Donc jet privé pour elle, uniquement pour elle et ses enfants et papa. Un staff de plus de 40 personnes, incluant maquilleurs, coiffeurs, présents à héberger aussi. Une certaine somme d'argent, c'était une centaine de milliers d'euros. Et puis, pas d'échange avec Nikos. Mais c'était dit en off avec Nikos de toute façon que cette recommandation-là, on n'allait pas en tenir. Vous vous sentez bien sur scène à Paris? Je me sens très très bien. J'adore venir ici, c'est magnifique. Pour la pop star, livrer une bonne prestation ce soir-là était capital pour la suite de sa carrière en Europe. Les exigences qu'elle avait, pour moi, n'étaient pas des exigences de star au sens star, c'est qu'elle avait besoin de se concentrer sur l'objectif de dire « je suis là, je vais vous montrer que je suis là, et je ne suis pas là juste pour passer, je suis là pour m'investir et continuer ma carrière ». Ce qui fait sa grande force, c'est qu'elle ne se pose pas de questions. Elle y va, elle le fait, elle fonce la tête la première. En mars 2009, Britney se sent enfin prête pour se lancer dans une tournée internationale.
C'est la première fois depuis 5 ans qu'elle se produit dans le monde entier. Et pour le grand retour de sa fille, Papa Spears voit les choses en grand. « 32 camions, 250 costumes, 150 ouvriers, des chiffres qui donnent la mesure de ce show XXL. Et l'attente des fans est énorme. En seulement une semaine, Britney vend 400 000 places de son Circus Tour aux États-Unis. Au total, 1,5 million de personnes se sont pressées pour voir de leurs propres yeux la nouvelle Britney en chair et en os. Joachim Onona, fan de la première heure, a assisté à ce concert si spécial à plusieurs reprises. Britney n'est pas encore au top de sa forme parce que, bon, elle a encore une silhouette qui peut être affinée et elle a visuellement encore les séquelles des années un peu difficiles qu'elle vient de traverser. Mais le public est au rendez-vous, c'est presque un acte militant d'aller voir Britney. En coulisses, Britney et toute son équipe sont surveillées de très près et la pop star se plie à toutes ces conditions. Chaque membre de la tournée doit se soumettre à des tests d'alcoolémie et à des tests antidrogue. 3 hommes ont été licenciés de la tournée car les analyses se sont révélées positives. Quand elle arrive dans une ville où elle va chanter, il y a des équipes qui sont envoyées en amont dans les chambres d'hôtel où elle dort et qui vident les minibars. C'est zéro tentation. Avec cette hygiène de vie irréprochable, Britney franchit un nouveau cap sur le plan personnel. Kevin Federline a toujours la garde de ses fils, mais il accepte que Sean Preston et Jayden James accompagnent leur mère pendant cette tournée de 97 dates. Est-ce qu'on peut dire bonjour à maman? Non, elle travaille. Après plus de 10 ans du règne de James Spears, on peut désormais dire qu'il a gagné son pari. C'est grâce à lui que sa fille a restauré son image d'icône de la pop et surtout qu'elle a décroché son juteux contrat à Las Vegas en 2013. Si sa renaissance, Britney la doit à son père, ses débuts, elle les doit à sa mère. C'est l'histoire d'une petite fille qui va être l'objet du désir de sa mère. Retour sur les premières années de la future princesse de la pop, qui depuis l'enfance est programmée pour devenir une star. Depuis que je suis toute petite, je sais que je vais faire ça. Je chantais dans la baignoire, dans la salle de bain, je faisais des spectacles dans ma chambre, je savais que j'en ferais mon métier. Britney Jean Spears est née le 2 décembre 1981. Elle est la deuxième d'une famille de 3 enfants et elle a grandi dans la petite ville de Kentwood, au fin fond de la Louisiane. Britney, c'est une fille du Sud. Elle n'est pas née californienne au milieu de Los Angeles et de cette industrie. C'est la petite fille normale, très très popu, voire même limite beauf pour certains. J'ai été élevée à Kentwood, en Louisiane, une toute petite ville de 2600 habitants. C'est le genre de ville où tout le monde se connaît. Kentwood, c'est une ville de ce qu'on appelle aux États-Unis la Bible Belt, c'est la ceinture de la Bible. Et c'est important pour comprendre la mentalité de Britney Spears. Elle va nager dans cet univers très conservateur du sud des États-Unis et va incarner cette Amérique puritaine, cette Amérique conservatrice. Elle soutenait le président de l'époque, George Bush, lorsqu'il a fait l'intervention en Irak. Donc, vous voyez, elle était vraiment très conservatrice. Si la vie de Britney fait aujourd'hui rêver des millions de personnes, son enfance a été difficile. À l'époque, James, son père, est alcoolique et il a du mal à subvenir aux besoins de sa famille. Son père est extrêmement absent à cette période-là. Il a de gros problèmes d'alcool, il a des problèmes de travail. À un moment, la famille est en faillite, il doit partir dans un autre état pour faire un autre boulot. Quand elle le voyait revenir à la maison, parfois, il était tellement alcoolisé que ça créait des problèmes.
Pour faire face, Lynn, la mère de Britney, prend le destin de sa famille en main et en particulier celui de sa fille. Elle, qui a toujours eu soif de gloire mais qui n'a jamais réussi à percer, veut prendre sa revanche à travers Britney, qui semble avoir toutes les qualités pour réussir. Britney Spears, c'est une superstar, alors elle le doit beaucoup à elle, elle a beaucoup travaillé, etc. Elle le doit surtout principalement à sa mère. Voici Lynn Spears, la maman de Britney. Bienvenue dans l'émission, merci beaucoup. Qui dit en interview, notamment une fois sur le plateau d'Oprah Winfrey, que quand Britney Spears avait 4 ans, elle l'a regardée et là, elle a su. J'ai su qu'elle était spéciale vers ses 4 ans. Mais quand elle a eu 7 ans, j'ai vraiment vu qu'elle avait des qualités de star. Elle était une enfant timide, mais quand elle montait sur scène, elle avait une toute autre personnalité. La fin justifie les moyens, alors dès l'âge de 2 ans, Britney est ballottée de cours de chant en cours de danse et elle enchaîne les castings. C'est une discipline quasi militaire, c'est des heures et des heures de chant, des heures et des heures de danse. C'était l'espèce de petit chien savant qui répétait son tour à la perfection. Lynn Spears veut que sa fille soit la meilleure pour séduire les directeurs de casting. C'est elle qui a essayé de construire un personnage, finalement, aux dépens de sa fille, qui n'a jamais eu son mot à dire. C'est ce qu'on appelle aux États-Unis le phénomène des stage moms. Ces mères qui sont derrière et qui poussent trop vite, trop loin leurs enfants. La première chanson que j'ai chantée en public, c'était à la maternelle. Quand tu regardes des photocalls ou des red carpets de Britney au tout début, elle est comme ça, elle est tétanisée avec ce sourire hyper crispé et elle cherche sa mère. T'as un côté vraiment ce que j'ai bien fait, oui. C'est glauquissime. Ma mère est toujours avec moi, je partage tout avec elle. Si elle fait tout ça, c'est aussi pour plaire à maman, pour avoir l'amour de maman. Pour Lynn, tous les moyens sont bons, alors quand sa fille est tout juste âgée de 7 ans, elle prend une décision hors du commun, elle lui trouve un agent. Karen Berthelot se souvient que Lynn était prête à tout pour exposer sa fille. Mon job, c'était de lui trouver n'importe quelle opportunité de s'exposer. Ça pouvait être chanter l'hymne national lors de fêtes de village, lors de défilés de mode pour enfants. Quoi que je leur propose, Lynn et Britney répondaient présentes. C'est de la star d'élevage, quoi. C'est de la star en batterie. Souvent, de toute façon, les enfants stars, c'est parce que c'est les parents qui poussent, parce que globalement, un enfant, il a envie de jouer au Lego et de jouer à la console. En 1990, alors que Britney a 10 ans, sa mère l'inscrit au casting de Star Search. Star Search accueille une petite fille de 10 ans, Britney Spears. L'équivalent de notre graine de star à l'époque. Un télécrochet pour enfants. Elle échoue sur la dernière marche du podium, mais sa participation donnera un coup d'accélérateur à sa carrière. Tu as un regard adorable. Tu as un petit ami ? Non, monsieur. Et moi, je te plais ? Eh bien, ça dépend. Elle était faite pour ça, elle est née avec ça, puisque quand on voit les premiers extraits, on se dit mais c'est incroyable, c'était juste inné. Après avoir investi dans des cours de danse et de chant, après avoir trouvé un agent, Lynn va encore plus loin. Elle envoie sa fille à New York plusieurs mois suivre une formation intensive à Broadway dans l'espoir qu'elle se fasse remarquer. La petite fille part sans ses parents et décroche un premier rôle dans une comédie musicale. Ruthless, impitoyable en français, est sa première victoire. Ruthless, c'est une comédie musicale, elle incarne une jeune adolescente qui plaque tout pour devenir une star à Hollywood. C'est une comédie musicale un petit peu prémonitoire finalement. Mais si Britney réalise le rêve de sa mère en montant sur les planches, elle n'est pas prête à tout pour devenir une star. 4 mois après le début de l'aventure, elle demande d'ailleurs à Lynn de rompre son contrat. Elle manifeste des petites réticences, elle se sent pas à l'aise loin de chez elle, elle veut rentrer à la maison. À un moment donné, pour une enfant, les sacrifices ont leurs limites, quoi. Lynn accepte de rentrer à Kentwood avec sa fille, mais elle a déjà un autre plan en tête. Quelques mois après leur retour, elle n'hésite pas à faire parcourir à sa fille 500 km en voiture jusqu'à Atlanta pour la présenter à une audition, celle du Mickey Club. Cette émission de télévision, animée par des enfants, est une véritable institution aux États-Unis. Jennifer, Justin, Carrie.
Britney a échoué une première fois au casting quelques années auparavant, mais Lynn est persuadée que cette fois, sa fille est prête. Le Mickey Mouse Club, ça existe depuis 1955 et c'est pour Disney l'idée que face aux enfants américains, il faut des héros enfants. C'est une usine à créer des enfants stars. Il y a tout un formatage. On n'apprend pas à être un chanteur ou à être un danseur. On apprend à être une star. Britney est choisie parmi 40 000 participants. C'est la consécration pour elle et surtout pour sa mère. JC. Britney. La petite fille déménage à Atlanta pour apprendre son métier. Sa famille, elle, reste en Louisiane, à 500 km de là. Le Mickey Mouse Club va changer sa vie. Le fait de rentrer dans l'écurie Disney pour Britney, ça a été se poser sur des rails. On lui disait, tu te mets là, tu fais ce pas de danse, tu chantes à ce moment-là, tu fais un clin d'œil à ce moment-là, tu regardes telle caméra. Elle n'a aucune marge de manœuvre. C'est un coaching assez incroyable où les services de communication et les services de marketing sont extrêmement présents pour lui expliquer quoi dire, quels mots utiliser dans les interviews, comment chanter, comment danser, comment animer. Rien n'est laissé au hasard. Elle se dit que c'est ça le secret de la réussite. C'est simplement de répondre à chacune des consignes. Elle fait uniquement ce qu'on lui demande. C'est dur. C'est ce qui fait qu'elle deviendra plus tard cette coquille vide, parce que Britney Spears, c'est je fais ce qu'on me demande de faire, mais je ne sors pas des clous. Le Mickey Mouse Club est une école formidable, mais en même temps, il enferme Britney dans un rôle, celui de la petite fille parfaite. Quand tu es dans la matrice Disney, pas un cheveu doit dépasser. Concrètement, tu dois être vraiment hyper aseptisé, tu parles à l'Amérique profonde. Par contre, quand t'en sors, c'est là que ça devient compliqué parce qu'il n'y a pas d'aspérité. Et si tu veux exister, c'est très très dur. Dans la suite de sa carrière, Britney ne cessera d'ailleurs jamais de tenter de casser cette image de petite star modèle. À l'époque du Mickey Mouse Club, Britney partage l'écran avec d'autres futures stars, Christina Aguilera, Ryan Gosling et bien sûr Justin Timberlake qui deviendra son petit ami quelques années plus tard. L'un des Mouseketeers, puisque c'est comme cela que s'appellent ses enfants animateurs, nous raconte leur premier baiser. On jouait à Action ou Vérité et Ryan allait mettre Justin au défi d'embrasser Britney. Et c'est ce qu'il s'est passé. Et je me souviens qu'elle était un peu, je sais pas, comme intimidée. Dans la bande, la petite fille de Louisiane sort du lot. Elle était là, 5, 6, 7 et 8. Elle était à fond, elle était précise, elle visait en plein dans le mille. Elle était comme un petit soldat du show. Christophe Laménière, l'ex-président de Sony, s'est occupé de sa carrière en France et il se souvient qu'à l'époque, elle avait déjà quelque chose de plus que ses copains apprentis stars. C'est pas Caruso et c'est pas la Calas non plus. C'est une chanteuse de variété un peu comme une autre. C'est sa personnalité au-delà de sa voix, je pense, qui ont fait la différence. Elle avait un petit truc qui était un peu plus cool. Surtout, elle était identifiante pour les jeunes Américains. Elle incarnait la girl next door, comme ils disent, la fille d'à côté. C'est un peu honteux ce que je vais dire, mais c'est la plus quelconque. Quelconque, c'est vraiment vilain de dire ça, mais c'est pas si faux que ça. Et ça fait aussi partie des ingrédients de son succès. Elle est un peu le réceptacle du désir des autres, en fait, Britney, plus que ses camarades. Les Américains qui boivent des sodas en regardant la télévision, ils ont grandi en même temps que Britney Spears. Cet Américain qui dit « could be me », ça peut être moi. Dans le système américain, ça veut dire vous avez un talent, vous travaillez, vous allez réussir. C'est l'American Dream. Grâce au Mickey Mouse Club, à 11 ans, Britney fait déjà vivre sa famille. Ses cachets sont directement versés sur les comptes en banque de ses parents. Une énorme pression pour cette toute petite fille qui n'a pas le droit à l'erreur.
C'est juste une gamine, et cette gamine, elle se retrouve avec un job à plein temps. Elle fait déjà vivre sa famille, qui se repose entièrement sur elle. Quand l'émission s'arrête 2 ans plus tard, Britney retourne en Louisiane. Elle reprend ses études, mais désormais, elle est devenue une star locale. Britney, on t'aime! On a hâte de te revoir! Au-delà de sa mère, tout Kentwood est derrière elle et attend le moment où ça va exploser. Après l'arrêt du Mickey Mouse Club, je suis rentrée à la maison. Pour 2 ans. J'avais une vie normale, j'allais au lycée, je jouais au basket. C'est l'enfant du pays, c'est la mascotte que tout le monde pousse en fait un petit peu sur le devant de la scène. Qui se produit même dans des festivals régionaux, dans lesquels elle se fait payer en assiette de paella et de boissons gratuites. Les Spears, criblés de dettes, n'ont plus de quoi vivre. Le shérif de la ville confisque même leur voiture. Mais en 1997, Lynn reçoit enfin le coup de fil qui va tout changer. La mère de Justin Timberlake la met en relation avec un agent qui cherche une jeune fille comme Britney pour former un groupe de filles. Avec le succès planétaire des Spice Girls, les girls bands sont à la mode. Lynn Spears, elle a jamais lâché l'affaire. Elle a toujours l'espoir secret qu'on lui passe un coup de fil pour lui dire « on a un projet pour votre fille ». Le jour où ça se produit, elle saute sur l'occasion. La petite épargne qu'elle a de côté, elle l'investit pour aller à New York, pour offrir une audition à sa fille, et c'est l'audition qui va tout déclencher. Le projet de girls band est avorté, mais Britney rencontre l'homme d'affaires qui va lui ouvrir les portes du métier, Larry Rudolph. Il est déterminant. Sans Larry Rudolph, Britney n'explose pas. Il mise tout sur cette gamine. Il y a toute une génération derrière qui peut aimer Britney Spears, le produit qu'elle pourrait devenir, et ça, Larry Rudolph le sent dès le départ. Il va devenir son manager historique, même si 1000 fois elle va le renvoyer pour 1000 raisons, il est la colonne vertébrale de sa construction. Grâce à Larry Rudolph, Britney signe chez Jive Records, un petit label qui va faire d'elle une immense star. Jeff Fenster, qui dirige le label à l'époque, n'a pas oublié cette incroyable audition. Cette adorable fille de 15 ans est entrée, elle a chanté pour nous, elle a un peu dansé dans cette salle de conférence. À la fin, on s'est tous rassemblés et on s'est dit, cette fille a vraiment quelque chose. Il n'y avait vraiment personne comme elle dans le paysage musical à cette époque. Ce casting a lancé sa carrière, mais Britney Spears en garde un mauvais souvenir. Chanter devant 13 personnes qui te dévisagent comme ça, je me suis dit, oh mon Dieu. Et ma mère était là avec moi, elle murmurait les paroles. Lynn a enfin gagné son pari. Le premier contrat de Britney Spears avec Jive, c'est un petit contrat. Elle sera logée, blanchie, nourrie, et elle aura $500 par mois. $500 par mois en 98. Aujourd'hui, pour son tour à Las Vegas, elle touchait $500 000 par soir. Cinq mois après cette audition, en mars 1998, elle enregistrera un titre devenu iconique. En novembre 2018, Baby One More Time a fêté ses 20 ans. Deux décennies plus tard, le tube n'a pas pris une ride. Il est l'hymne de toute une génération. Et une des plus grandes réussites commerciales de la pop. Au total, il s'est vendu à 8 millions d'exemplaires dans le monde, un record. Et ce titre-là était un titre qui était d'une grande simplicité, d'une grande efficacité, qui correspondait à l'époque, et il n'y a pas de science avec ça. Ça arrive, on se pose pas la question, on a tous envie d'écouter, de le réécouter une deuxième, une troisième fois, et on se dit que c'est un tube. Vous pouvez tourner cette chanson comme vous voulez, c'est une super chanson pop. Le titre est bien gaulé, il y a des rebonds.
En novembre 1998, les Américains entendent pour la première fois la voix de Britney Spears à la radio. Une voix reconnaissable entre toutes. La voix de Britney, on peut quand même en parler 5 secondes, c'est pas une grande chanteuse. Sauf que quand Britney elle commence à chanter, on entend une note et on sait que c'est Britney Spears. Et ça arrive une fois tous les 10 ans. Dès que son premier single passe à la radio, aux États-Unis bien sûr, mais dans le monde entier, quelques mois plus tard, les standards explosent. Les auditeurs demandent à savoir qui se cache derrière cette chanson et demandent à ce qu'elle soit reprogrammée au plus vite. C'est exactement calibré pour la FM. Max Guazzini, qui dirige la radio Énergie à l'époque, se souvient du succès immédiat de Baby One More Time. Tout de suite, ça a accroché auprès des auditeurs. C'est arrivé comme une bombe, quoi. Et ça a explosé tout de suite. La première semaine de sa sortie, le single se vend à 500 000 exemplaires. Il marche tellement bien que la maison de disques doit mettre en place des dispositions uniques en leur genre pour faire face à la demande. La maison de disques est obligée de faire appel à plusieurs usines de pressage de CD pour pouvoir répondre à la demande. C'est quasiment du jamais vu. Je rêvais que ça marche, mais quand j'ai vu que le titre se classait si haut dans les charts, j'ai été submergée par l'émotion. Après des années à cravacher pour réaliser son rêve de gloire, l'histoire de Britney est enfin en marche. À 17 ans, elle entre dans la légende. Le début d'une aventure artistique, c'est une époque qui rencontre une artiste, qui rencontre un public. Là, en l'occurrence, on a un alignement de planètes sur Baby One More Time qui fabrique l'étincelle qui allume les braises Britney Spears. Découvrez les secrets de fabrication d'un des plus gros hits de l'histoire. Quand Britney enregistre Baby One More Time, cela fait des mois que la chanson est dans les tiroirs, car le titre n'était pas prévu pour elle. Baby One More Time, c'est un peu le single référence de Britney, et bizarrement, au départ, il n'était pas pour elle, ce single. Il était pour un groupe, un girls band qui s'appelait TLC. Les TLC à l'époque sont en vogue, mais elle décide de faire un break. Un break qui permettra à Britney de lancer sa carrière. Pour frapper fort, sa maison de disques n'hésite pas à envoyer la jeune fille à Stockholm au printemps 1998. Là-bas, elle va travailler avec Max Martin, un producteur suédois très en vue qui a déjà fait ses preuves en produisant les tubes d'Ace of Base ou des Backstreet Boys qui cartonnent à cette période. Max Martin, c'est le monsieur tube des maisons de disques. Il a fait des tubes pour absolument tout le monde. Quand tu veux faire de la pop, et notamment de la pop avec des vibes un peu dance, ça se passe à Stockholm. Katy Perry va à Stockholm, Britney Spears va à Stockholm. Et là-bas, il y a un producteur qui s'appelle Max Martin. Il est toujours là quand Britney est au sommet. C'est à Max Martin qu'on doit Baby One More Time, et le résultat est tellement bon que la maison de disques lui demande de produire tout le premier album de Britney. Enregistrer mon premier album, c'est super amusant, mais on ne réalise pas à quel point ça demande du travail. Britney et Max travaillent d'arrache-pied 10 jours d'affilée pour mettre en boîte ce premier opus. Les paroles que Max Martin a écrites pour le premier single de cet album sont ambiguës et ont fait couler beaucoup d'encre au moment de sa sortie. Quand elle dit « Baby, hit me one more time », ça veut quand même dire littéralement « frappe-moi une fois de plus », ce qu'on peut aussi comprendre par « fais-moi mal », clairement. « Fais-moi mal » chanté par une jeune fille de 18 ans en mini-jupe d'écolière, ça forcément, ça peut avoir plusieurs sens. Cette facette transgressive de Baby One More Time a fortement contribué au succès du single. Forcément, elle plaisait non seulement aux jeunes de son âge, mais aux plus vieux aussi. Parce qu'il y a une double lecture, finalement. Je comparais pas Britney forcément à France Gall à l'époque des sucettes, mais on y est presque. Hein.
sucre d'argent, parfumé à l'année, coule dans la gorge d'Annie, elle est au paradis. Et Britney, la jeune américaine bien sous tout rapport, est parfaite pour incarner ce texte à double sens. Chez Britney, il y a beaucoup d'ambivalence, c'est-à-dire qu'on voit une petite fille effectivement très convenable, et en même temps, il y a quelque chose de très sexué chez Britney Spears. C'est ce qui a fait son succès depuis le début, depuis Baby One More Time d'ailleurs. Il y a beaucoup d'ambiguïté dans les paroles et aussi dans l'attitude. Dès la sortie du single, MTV, la chaîne musicale de référence chez les jeunes, passe le clip en boucle et il crée l'hystérie chez les téléspectateurs. Le clip de Baby One More Time va être une révolution. Alors, il y a tout, hein. On a la petite fille dans les couloirs du lycée avec sa jupe plissée, ses petites nattes, ses collants hauts. Et en même temps, elle a cette chemise nouée sous la poitrine. Ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est Britney elle-même qui a eu l'idée de cette mise en scène sexy. À la base, les producteurs avaient pensé à une idée de quelque chose dans le style Power Rangers. Et c'est Britney qui va faire ce choix et qui va dire « Non, j'ai 17 ans, je sais ce que pensent tous les jeunes de ma génération et croyez-moi, ça aura de l'impact. » Et le choix de nouer sa petite chemise sous la poitrine, c'est un choix de Britney Spears. Ça va devenir vraiment un monument, ce clip. Elle a écrit le scénario du clip et c'est aussi elle qui a choisi de tourner dans ce lycée en particulier. Un lycée que tous les Américains connaissent. Cette idée de génie, d'ailleurs, c'est elle qui l'a. Preuve de son intelligence stratégique, de tourner dans l'école de Grise. Aujourd'hui, le clip de Baby One More Time dépasse les 300 millions de vues sur YouTube. C'est du jamais vu. Quand l'album sort aux États-Unis en janvier 1999, et alors que Baby One More Time est déjà un énorme succès, pour en faire la promotion, sa maison de disques met en place une stratégie inédite. Au lieu de programmer Britney dans des salles de concert traditionnelles, il la pousse à se produire dans 26 centres commerciaux. Et voici le single de mon premier album. Elle donne des petits concerts avec 2-3 danseuses derrière, un truc assez cheap finalement, mais qui l'emmène au contact du public et qui lui offre une proximité. Et ça marche. Tout lui réussit. Justin Timberlake, désormais à la tête de son cultissime boys band NSYNC, lui propose même de faire la première partie de ses concerts. À cette époque, les deux stars du Mickey Mouse Club officialisent leur relation. Et à mesure que le succès de Britney explose, le couple devient incontournable. Une aubaine pour la maison de disques qui surfe sur l'image très lisse créée par Disney quelques années plus tôt. Tous les adolescents, ils sont le couple référence. Quand ils arrivent quelque part sur un red carpet, plus personne ne compte autour. On ne parle que d'eux. Le couple est adulé des jeunes. C'est un vrai atout marketing d'être en couple tous les deux. C'est pas anodin et c'est le cas pour beaucoup de jeunes artistes. Justin Bieber, Selena Gomez, Vanessa Hudgens et Zac Efron à l'époque de High School Musical. C'est un concept qui est plutôt fédérateur et qui décuple quelque part la fanbase. Mais cette histoire d'amour semble trop belle pour être vraie. Certains iront même jusqu'à dire qu'elle a été montée de toutes pièces pour donner un coup d'accélérateur à leur carrière. C'est la romance parfaite. À tel point que ça m'est presque un peu faux. On ne sait même pas vraiment s'ils font l'amour. Hein. Comme les rois et les princesses jadis, leur mariage était décidé au-dessus d'eux. Derrière le couple Justin Timberlake, Britney Spears, il y a la patte de Disney. Britney devient le sujet favori des magazines pour adolescents qui sont très à la mode à la fin des années 90. En France, à cette période, la folie boys band est en plein déclin et il y a une place à prendre. C'était une période assez morose en termes de vente. Et on se dit, c'est quoi le prochain phénomène ?
Et effectivement, lorsque Britney est arrivée, bam, ça a été l'explosion. Britney est un tel phénomène qu'elle va devenir la poule aux œufs d'or des magazines People. Elle va leur faire gagner beaucoup d'argent. À ce moment-là, nous, on comprend qu'on va leur servir du Britney Spears, mais tant qu'ils en voudront, on y va à fond, et ça va durer longtemps. Ça va durer 4-5 ans comme ça. À chaque fois qu'on met Britney Spears en couverture, on vend plus. On veut tout savoir de cette fille. Et des personnalités comme ça qui captent un tel désir, il y en a eu très peu dans l'histoire. Quand Britney émerge sur la scène internationale, le règne des paparazzi n'a jamais été aussi puissant. Ils viennent même d'être accusés d'avoir tué Lady Di, la princesse britannique. Alors, quand ils prennent conscience du raz-de-marée Britney, ils savent qu'ils ont trouvé une nouvelle cible. Britney est la première pour laquelle il arrive un phénomène d'une ampleur pareille. Parce que là, on est arrivé dans un délire complet. Il y a à peu près entre 20, 30, 40 photographes par jour derrière elle. Alors que la jeune star n'a pas encore fêté ses 1 an de carrière, à chacun de ses déplacements, c'est aussi l'hystérie chez les fans. Séverine Ferrer, invitée pour une interview dans l'hôtel de Britney Spears, a été témoin de la folie qui a entouré l'une des visites de la pop star à Madrid. Elle me dit, regarde, elle prend ma main, elle ouvre la petite fenêtre de l'hôtel où nous étions, elle met ma main. Et là, mais... une explosion. Et donc, elle sort la main, elle me dit, regarde, voilà, c'est ce que je vis. Certains de ses fans deviennent même obsessionnels. Un admirateur avait offert 17 millions de dollars pour passer une nuit avec Britney. Ça fait peur. D'autres vont jusqu'à la harceler et mettre sa famille en danger. Il y a un fanatique qui va se rendre à Kentwood, chez les parents de Britney, et il veut rencontrer Britney Spears. Il se montre même violent. À partir de là, les parents de Britney et Britney ont peur. Et la maison de disques a décidé, à partir de 1999, de mettre un garde du corps à disposition de la famille. Là, on sent qu'il y a un virage qui s'opère. On n'est pas sur une carrière normale. Dès la sortie de son premier album, Britney, la jolie blonde de Louisiane, devient malgré elle un modèle pour toutes les jeunes filles de son âge. Elle, tout ce qui l'intéresse, à l'époque en tout cas, elle écoutait, c'est voilà, monter sur scène, partager des bons moments avec le public, sortir de scène, faire une prière, aller se coucher sans avoir oublié d'embrasser papa-maman. Sa maison de disques façonne son personnage et son discours pour satisfaire les parents des adolescents qui veulent acheter son disque et assister à ses concerts. C'est un produit. On l'a casté, on lui a fabriqué un album, on lui a construit un personnage, mais c'est pas elle, ce personnage. C'est sans doute la différence avec une Madonna, quelques années plus tôt, qui elle est une artiste dès le départ. Britney Spears n'a pas de démarche artistique. Ses producteurs, ils avaient décidé que Britney Spears, ce serait la chanteuse blonde, blanche, chrétienne, qui va prôner les valeurs de chasteté jusqu'au mariage. Est-ce que je suis vierge? Oui. Et j'espère le rester jusqu'au mariage. Je veux attendre la bonne personne. Le public découvrira plus tard que tout cela n'était qu'un mensonge élaboré pour faire vendre. Il y a quelque chose qui lui échappe en fait, parce qu'au départ, le fait de se présenter comme une jeune fille qui préfère rester vierge jusqu'au mariage, etc., c'est pas quelque chose qu'elle a décidé de dire, c'est quelque chose qu'on lui a fait dire. Elle joue un double jeu, puisque sa mère a révélé par la suite qu'elle avait perdu sa virginité à l'âge de 14 ans. L'histoire, elle a été écrite. Toutes ces mises en scène vont finir par devenir insupportables pour elle. Elle a suivi un procédé qui a conduit à son succès, mais cette image est devenue une espèce de prison pour elle. Elle se retrouve coincée par un espèce de paradoxe qui est très difficile à vivre.
Pour ne pas sortir du cadre, la jeune femme est briefée avant chaque interview, comme s'en souvient Jean-Luc Geneste, qui l'a interviewé à plusieurs reprises pour son magazine Hockey Podium. Il y a un staff qui est là, évidemment, et si une question ne plaît pas, on va nous arrêter tout de suite. Cette vie de star ne lui convient pas vraiment. Si je pouvais faire ça sans être connue, ce qui est impossible, ce serait super. Mais parfois, il faut faire des sacrifices pour réaliser ses rêves. Et je suis prête à abandonner ma vie privée pour ça. Séverine Ferrer l'a interviewée en 2000 pour l'émission Fan 2, un programme qui cartonnait auprès de tous les adolescents français. Et entre deux questions, Britney s'est confiée à l'animatrice de manière totalement inattendue. Voilà, regarde ce que je vis. Elle me montre tout ça. Elle me montre ces 3 colosses. Elle me dit, je les adore, mais en même temps, voilà, c'est ma seule compagnie. Elle me dit, mais tu sais de quoi je rêve, moi? Je rêve d'être en Louisiane avec ma petite sœur, avec ma famille, avec mes posters d'enfants et mes peluches, quoi. Et ça m'avait mis un coup de massue. Des mots qui résonnent aujourd'hui quand on sait que 10 ans plus tard, sa descente aux enfers s'affichera dans tous les tabloïds du monde entier. Quelque part, c'était un signal, enfin une sorte de perche qu'elle me tendait. J'avais vraiment envie de pouvoir l'aider, quoi, mais je ne voyais pas comment, en quoi je pouvais le faire. C'est vrai que c'est une artiste qui a eu beaucoup de solitude aussi. Dès les premiers mois de sa carrière, Britney va se révolter à sa manière contre son image d'adolescente parfaite. Tous les enfants doivent pouvoir s'incarner dans Britney Spears. C'est quelque chose de très lourd à porter et c'est ça que Britney Spears va essayer de démolir. En avril 1999, elle pose en une du magazine Rolling Stone. Une couverture très sexy qui fait encore parler d'elle aujourd'hui. Cette couverture de Rolling Stone, elle est légendaire, elle est iconique. La photo de la couverture a été prise par David Lachapelle, l'un des photographes de mode les plus célèbres. Britney est à Kentwood, dans sa chambre de petite fille, mais elle pose en sous-vêtements. C'est elle qui choisit cette petite culotte qui fera tant parler, c'est elle qui choisit d'avoir une peluche de Teletubby sous le bras. Elle est extrêmement sexualisée. Tout en jouant avec ce côté petite fille, cette couve va faire couler énormément d'encre. À l'époque, les parents de Britney sont très surpris. On ne savait pas très bien ce qui se passait. On était sous le choc. Et de toute façon, on n'a pas eu notre mot à dire sur la photo qui avait été choisie. Quand le magazine sort en kiosque, c'est un succès pour Rolling Stone qui réalise l'une de ses plus grosses ventes. Mais Britney, elle, est très critiquée par les parents de ses fans. Ce qui ne l'empêchera pas de vendre son deuxième album, Oops, I Did It Again, sorti 1 an et demi plus tard, à 20 millions d'exemplaires. Avec le succès de son deuxième album, Britney se sent pousser des ailes. Elle en est convaincue, pour continuer de plaire à son public, elle doit faire oublier son image de petite fille prude des débuts. Et son manager Larry Rudolph sait qu'elle a raison. Il faut vieillir avec son public. Et je crois qu'elle l'a compris mieux que quiconque en fait. La pop star va briser ses chaînes. Elle n'est pas lisse. Elle a du chien. Sous la carapace, il y avait un volcan qui allait bientôt exploser, quoi. Et ce qui va faire exploser le volcan, c'est Slave for You. Le sulfureux single de son 3e album et surtout son clip. Pendant un peu plus de 3 minutes, Britney enchaîne les poses et les tenues ultra sexy. Il y a une évolution dans son look entre Oops, I Did It Again, où elle est en combinaison rouge, certes moulante, mais qui la couvre quand même de haut en bas. Et dans No Slave for You, en pantalon taille basse avec un string au-dessus, qui est quand même le détail. Je vous choque et regardez ce que je suis devenue, chose, et je suis audacieuse et j'ai peur de rien, quoi. Et c'est vrai que Britney Spears, quand elle danse, elle pourrait me demander n'importe quoi. Je dis bien n'importe quoi.
Quand on la voit arriver au MTV avec un piton autour du cou et en train de se déhancher sur Slave for You, ça y est, elle est complètement passée dans autre chose. Elle a basculé dans quelque chose d'érotisant. Avec ce titre, sa carrière prend un virage à 180 degrés. Ça a été vraiment le tournant de sa carrière, c'est là où on a vraiment compris qu'il y avait un truc, waouh. Même ne serait-ce que dans ses râlements, dans sa façon de chanter. Ouais. C'est le genre de chanson que j'écoute en ce moment. Donc je veux que ma musique aille dans ce sens. Et ça cartonne. Dès sa sortie, le titre se hisse à la première place dans une dizaine de pays. Cette chanson aux sonorités plus R&B et plus urbaines, ce sont les Neptunes et leur leader Pharrell Williams qui lui ont proposé après un refus de Janet Jackson. Encore une fois, c'est sur le refus d'une star en haut de l'affiche que Britney donne un coup d'accélérateur à sa carrière. Les Neptunes, ils lui font un cadeau, mais d'une puissance incroyable. Ils lui offrent une chanson qui va la propulser dans l'âge adulte, quoi. Slave for You, pour moi, c'est aussi fort que Beat It de Michael Jackson. C'est vraiment une chanson dont on se souviendra. C'est de la bijouterie pop 24 carats. Sur le terrain artistique, Britney a enfin réussi à faire oublier la Lolita des débuts. Mais c'est un événement de sa vie privée qui va définitivement changer son image aux yeux du monde entier. Après 3 ans d'amour avec Justin Timberlake, le couple se sépare. Britney l'aurait trompé. La petite Britney qui disait à tout le monde qu'elle était vierge, en fait, elle l'a juste bien trompé pendant qu'ils étaient ensemble. Donc on se dit, ah bah, la Britney qu'on connaît quand même. Et en fait, il y a eu une espèce d'opportunité de faire voler en éclats cette armure de jeune fille bien sous tout rapport. Ça la lance dans un côté un peu genre girl power, parce que c'est lui qui est malheureux et moi, c'est moi qui avait des besoins sexuels ailleurs. Avec cette nouvelle image d'une Britney infidèle, la presse people se régale. Mais ça, c'est génial. Vous savez, quand il y a un duo de stars qui se mettent en couple, vous allez vendre du papier, mais vous attendez la rupture, parce qu'elle va en faire vendre encore plus. Contre toute attente, Justin Timberlake, qui aurait pu devenir la risée du monde entier, en profitera pour lancer sa carrière solo grâce à Cry Me a River, un single où il prend sa revanche sur Britney. Pour son clip, il choisit même de mettre en scène sa vengeance grâce à un sosie de son ex. Je suis obligée de vous demander comment vous avez réagi en découvrant le clip. J'étais un peu perturbée, un peu sous le choc. Et je ne le juge pas parce que c'est ce dont il avait besoin pour surmonter sa peine. Je ne l'aurais pas fait, mais vous savez, les garçons et leurs égos, voilà quoi. Libérée de son premier amour et donc du poids de son histoire avec Disney, Britney enchaîne les histoires sans lendemain et sur le plan professionnel aussi, elle ose tout. Elle sort même Touch of My Hand, une chanson sur la masturbation qui fait l'effet d'une bombe. I'm not ashamed of the things that I dream. I found myself flirting with the verge of obscene. And the touch of my hand. À 22 ans, la petite fille à la jupe d'écolière fait enfin sa crise d'adolescence en même temps que les millions de jeunes qui l'adulent depuis ses 16 ans. Et avec cette image quasi pornographique, Britney deviendra contre toute attente un exemple à suivre pour toutes les chanteuses qui rêvent de faire carrière. Britney Spears, c'est un exemple qui devrait être étudié dans les écoles de marketing de musique, quoi. C'est vraiment comment casser le moule après être sortie du ventre Disney. Et il y a des tas de stars aujourd'hui qui sont sorties après elle de l'écurie Disney et qui ont appliqué la méthode Britney Spears. Si vous regardez Miley Cyrus, qui alors elle en peut plus de se foutre à poil sur une boule, enfin, elle en peut plus de casser cette image-là. Britney va même jusqu'à prendre le risque de se mettre à dos l'Amérique puritaine. Nous sommes le 28 août 2003 à New York.
Ce soir-là, toute l'industrie musicale se réunit pour les MTV Awards. Il est aux alentours de 20h quand Britney entre en scène pour le show d'ouverture de la cérémonie. Après une chorégraphie langoureuse avec Madonna, en direct et devant des millions de téléspectateurs, Britney embrasse la reine incontestée de la pop sur la bouche. Britney, elle pourrait être adoubée dans cette vie de femme. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend la patronne, celle qui a fait des problèmes avec le Vatican, celle qui chante Like a Prayer, qui roule des pelles à un Christ noir. Enfin, c'est Madonna. Cette mise en scène, Britney et son manager l'ont décidé d'un commun accord avec Madonna. Et Larry Rudolph savait qu'il allait frapper fort. Tu sais que chanter avec Madonna, ça va être énorme d'un point de vue marketing. C'est pas juste du marketing, c'est aussi trop cool. Et c'est Larry Rudolph qui avait raison. Cette prestation change immédiatement la perception que le public avait de Britney. L'ex-Lolita est officiellement intronisée par Madonna comme un sex symbole. Elle connaît très bien le buzz. Elle sait très bien comment faire du buzz. Elle comprend le système. Ce jour-là, Christina Aguilera a elle aussi embrassé Madonna, mais personne n'en a parlé car tout était millimétré pour que Britney Spears soit au centre de ce buzz. Le réalisateur des MTV Awards, en accord avec Britney, avait même prévu une caméra pour filmer la réaction de Justin Timberlake, l'ex de la star. Je pourrais avoir un plan serré sur son visage, s'il vous plaît. Génial. Filmer la réaction de Justin, c'était tout pourri, mais c'est malin. Plus rien ne résiste à Britney qui a pris le contrôle de sa carrière. Toxic, qu'elle impose comme single pour son 4e album In The Zone, est même reconnue par tous les spécialistes musicaux comme une des plus grandes chansons pop de l'histoire. En 2004, Britney est au sommet de sa carrière. Allez Britney, allez Britney! Elle parcourt 16 pays et donne 54 concerts lors de sa tournée The Onyx Hotel Tour. Britney, je peux prendre une photo? Une photo? On est pressé, mec, fais vite! Mais la jeune femme vit entre deux avions, elle est épuisée et elle n'a plus le feu sacré. Pour la première fois, Britney, qui travaille d'arrache-pied depuis 10 ans, fait une pause. L'heure est au bilan. À 23-25 ans, elle a déjà tout eu. Elle a classé je ne sais combien d'albums numéro 1. Elle a eu tous les prix. Elle a tout. Imaginez la pression sur une jeune femme d'une vingtaine d'années de se dire « Bon ben là, mais comment je vais être à la hauteur ? Qu'est-ce que je peux faire de mieux ?» Et forcément, ça fragilise. Malgré sa popularité qui ne se dément pas année après année, oh mon Dieu, c'est même pas des paparazzis, c'est des gens normaux. Britney a souvent dit qu'elle n'était pas faite pour cette vie de star. Je suis très timide. Je ne suis vraiment pas faite pour cette industrie. Quand elle n'est pas sur scène, elle n'est pas Britney Spears. Elle est juste cette petite fille de Kentwood en Louisiane. Alors pourquoi avoir tant travaillé ces dernières années pour retrouver son statut d'icône? Parce que c'est sa vie depuis toujours. La célébrité, je n'ai connu que ça. Je ne sais pas comment on vit autrement. Et surtout parce qu'au-delà de la musique, Britney est devenue une marque très fructueuse, connue dans le monde entier. Pour voir Britney avec un petit R à côté, c'est une marque redoutablement efficace. Les produits liés à son image lui rapportent plus d'argent que les tournées et les disques réunis. Par exemple, elle vend quelque part dans le monde, toutes les 15 secondes, un flacon de parfum. À l'heure où on se parle, ils sont à 1,5 milliard de chiffre d'affaires en 15 ans de fragrance Britney. C'est colossal. Aujourd'hui, à 37 ans, Britney Spears s'est éloignée de sa mère et vit toujours sous la tutelle de son père. En novembre 2018, il a été admis en urgence à l'hôpital suite à de très graves problèmes au côlon. Depuis,
il lutte pour sa propre vie. Il n'est donc plus en mesure de s'occuper de la carrière et de la vie privée de sa fille. Britney est contrainte d'avancer sans lui. Elle a besoin qu'on lui donne une ligne directrice. Si elle est seule à faire ses choix, Britney, elle est noyée, elle est perdue. Et ça, c'est le problème de Britney Spears aujourd'hui. C'est comment va-t-elle gérer son futur? Point d'interrogation. I must